Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 145 du podcast Touchdown Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour ce débrief habituel du mardi. À ma gauche, Raphaël Masmejean. Bonjour Raphaël. Salut à tous. En face de moi, Raoul Villeroy, bonjour. Hello. À ma droite, Camille Sarven. L'occasion de vous rappeler que le podcast Touchdown Actu du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris. Tous les dimanches, c'est soirée NFL avec Wings à volonté à partir de 19h. Le programme cette semaine, ce sont les Falcons qui battent les Broncos qui tombent pour la première fois de la saison, les jeunes Cowboys qui s'éclatent, tous les résumés de la semaine 5 avec notamment le retour de Tom Brady. On prendra aussi vos questions après une petite semaine de pause puisqu'on a pris celle du Hard Rock Café et puis on terminera avec la preview du match du jeudi. C'est parti. Prescott keeps it, and he has the touchdown. From the 14, Prescott to Beasley, and Dallas has another touchdown. Falcons 23, Broncos 16. Le champion en titre est enfin tombé. Paxton Lynch était titulaire. Atlanta s'est détaché notamment grâce à Devonta Freeman, Tevin Coleman et Matt Ryan. Et puis les Broncos ont failli revenir, en tout cas sont revenus un petit peu en fin de match, ils ont sauvé l'honneur. Messieurs, première manquée pour Paxton Lynch, est-ce qu'on a des choses à lui reprocher sur cette défaite ? Oui, moi je trouve. En fait, on savait pas trop avant cette saison ce que valait Siemian, on savait pas trop ce que Lynch pourrait donner. Kubiak a préféré lancer Siemian et au vu du match de dimanche des Broncos, que c'était clairement la meilleure solution. Lynch, pour moi, est pas prêt. Il a lancé trop fort par moment, une interception, une ou deux, je ne sais même plus. Une interception, il a 23 sur 35, 223 yards, un touchdown, une interception. Voilà, donc une interception qui est pas belle non plus. Donc voilà, moi je suis pas très convaincu par lui et j'espère pour les Broncos que Siemian sera vite de retour. Non, effectivement, Paxton Lynch a été vraiment en difficulté sur tout ce match, que ce soit comme Raoul l'a dit au niveau des passes, même de sa lecture et même sa façon de gérer la pression, parce que Vic Beasley en face fait un très bon match, il n'y a pas de souci, mais il lui offre quand même un ou voire deux sacs où lui est pas très serein, on a l'impression vraiment qu'il prend pas conscience que la menace lui arrive dessus. Donc il a été en difficulté, il n'a pas forcément été bien aidé par son jeu au sol pour une fois, ce qui l'a pas aidé, et par sa ligne offensive qui a un peu craqué, mais qui en même temps est la même que depuis le début de saison, qui tenait plus ou moins bien face à avec Trevor Siemian. Donc on peut dire que c'est aussi un peu l'effet Paxton Lynch qui gère moins bien le pass rush adverse que Trevor Siemian. Donc on comprend effectivement pourquoi Gary Kubiak avait fait le choix de Trevor Siemian, quoi. Ouais, mais tu vois que les Falcons, ils avaient 4 sacs avant ce match, là ils en ont 6. Ça veut dire quand même que la ligne offensive, elle a lâché, quoi. Elle lâche, mais j'ai quand même du mal à croire qu'elle lâche plus que de raison que face genre sur ce match-là. Je pense aussi il y a vraiment une part de Lynch qui lit moins bien, qui se débarrasse moins vite du ballon parce que plus hésitant, moins pas prêt, juste premier match en NFL et plus hésitant à trouver des Marius Thomas, Emmanuel Sanders. Et voilà, donc je pense que la défaite est avant tout à mettre elle n'est pas avant tout à mettre au crédit de Paxton Lynch. Attention, Paxton Lynch a fait mal aux Broncos, mais c'est surtout bravo aux Falcons pour le coup. Voilà, Pour le défendre, en tout cas, 14 pressions autorisées par sa ligne pendant cette rencontre. Voilà. C'est vrai que c'est assez haut. Non, ça reste haut, bien sûr. Dans cette fourchette-là. Il faut donner aux Falcons ce qui appartient aux Falcons. 15 sur 28, 267 yards, un touchdown. C'est un match quasiment petit match pour Matt Ryan, selon certains de ses standards. Par contre, Tevin Coleman a été très en vue, 6 courses, 31 yards et surtout 4 réceptions, 132 yards et un touchdown. Il a été très bien utilisé dans les airs. Oui, alors qu'en plus, il était censé être incertain à cause de son... Alors j'ai regardé, c'est le trait drépanocytaire, qui est donc une maladie des globules rouges du sang, qui fait qu'en altitude, tu peux faire des crises un peu graves. Il y a eu un joueur qui avait eu des problèmes comme ça. Voilà, c'est le cornerback des Steelers. C'est Ryan Clark, je crois, des Steelers. J'espère que je ne suis pas d'erreur sur le joueur. Et pour préciser quand même aux gens, c'est pas mon Dieu, il a fait exprès ou il
est un peu chochotte, etc. Ryan Clark, il avait dû se faire retirer la rate après, tellement ça c'était compliqué après un match à Denver. Et du coup, derrière, il avait loupé 2 rencontres sur le reste de sa carrière à Denver, dont un match de playoff. Il n'avait pas joué carrément parce que c'était trop dangereux pour lui de jouer avec cette maladie en altitude. Donc Tevin Coleman, bravo à lui. Et ouais, c'est l'alternance surtout des Falcons qui ont alterné le play action et Freeman qui a bien pris au sol aussi, Mohamed Sanu un peu dans les airs. Il y a eu une intelligence de jeu en attaque des Falcons. Ryan ne fait pas on dit qu'il fait pas un super match parce que évidemment on a sa performance de la semaine passée en tête, mais il y a quand même une belle attaque et tout ça fait que face à la défense des Broncos qui s'y attendaient peut-être pas, ça a suffi. Ouais, c'est ça, ils ont réussi à trouver vraiment le point faible, en tout cas depuis ce début de saison chez les Broncos, et notamment les screen pass où vraiment ils envoient un de leurs coureurs face à un linebacker et on a sur les 4 réceptions, je crois que c'est 3 fois où Tevin Coleman prend à défaut Brandon Marshall, le linebacker des Broncos, par sa vitesse, parce que forcément Marshall est incapable de le suivre. Ça fait des gros jeux, ça fait avancer le ballon, et ça montre que cette équipe des Falcons, en plus, est capable d'avancer sans Julio Jones, qui là n'a que 2 réceptions, qui lui, pour le coup, a été bien tenu par Aqib Talib et Chris Harris Jr., et ça montre que les Falcons, peut-être l'an dernier, je l'ai trouvé un peu unidimensionnel dans le sens où c'était soit Jones ou Freeman qui faisait avancer le ballon. Là, il y a Coleman, il y a les deux, il y a Sanu, il y a le tight end dont j'ai plus le nom, mais qui commence un peu à se montrer, enfin Matt Ryan. Hooper, voilà. Une réception 14 yards sur ce match. Qui arrive là, qui était un peu moins bon, mais pour montrer que les Falcons ont un peu plus d'armes en attaque et ça peut laisser prometteur sur le sens qu'ils vont peut-être pas s'écrouler comme l'an dernier après un bon début de saison, quoi. Bon, leur défense a quand même bien joué le coup, même s'il y avait une faiblesse en face, mais ils ont plutôt bien joué le coup. Et d'ailleurs, on notera que Keanu Neal, le premier Keanu de la NFL, on le rappelle bien sûr, puisque Keanu Reeves n'a pas réussi à être drafté malheureusement, a été le défenseur le mieux noté par Pro Football Focus sur ce match. Von Miller a quand même 3 sacs. Il alimente quand même. C'est pas si inquiétant pour Denver parce que c'est une très grosse attaque des Falcons et voilà, il y a cette défense qui existe qui va quand même continuer à les porter. Qui va rebosser là-dessus. Voilà, les deux finiront sûrement premiers de leur division, donc on s'inquiète pas trop. On va enchaîner sur le match entre les Cowboys et les Bengals. Une victoire 28-14 de Dallas avec les jeunes Cowboys qui sont donc fringants. Bravo. Voilà. Raoul Raphaël, plutôt rassurant encore une fois, puisqu'on en est maintenant à lancer un débat. Tony Romo doit-il reprendre sa place? On a lancé ça sur le site. 18 sur 24, 227 yards, un touchdown pour Dak Prescott. 15 courses, 134 yards et 2 touchdowns pour Ezekiel Elliott. Les deux rookies continuent quand même de former un duo assez incroyable. Ouais, j'ai pensé même un petit... Est-ce qu'on pourrait pas les appeler Zeke et Dak? Ça serait bien. Oh, Zeke et Dak, c'est mignon. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, parce que j'ai pu... hier, en écoutant la télé, ils se disaient comment on va les appeler dimanche soir. Je me suis dit Zeke et Dak. Voilà. Faut envoyer. Pourquoi pas. Je sais pas s'ils ont la référence à Zeke et Dak, je sais pas s'ils s'appellent pareil en anglais, mais... c'est vrai, j'ai pas pensé. On regardera. Alors, pour revenir sur ce que tu disais sur le débat Romo ou Prescott, vous allez me prendre pour un grand fou, mais moi, je suis un fervent adepte du Dak Prescott parce que j'ai une théorie. Depuis le début de la saison, au moins. Déjà depuis le début de la saison, et encore plus maintenant que Dak Prescott a ajouté de l'eau à mon moulin. En l'occurrence, tu ne changes pas une équipe qui gagne. Certes, Dak Prescott, c'est un game manager, mais qu'est-ce qui te dit qu'avec Romo, tu gagnes plus facilement? Pour l'instant, tu n'as pas besoin de gagner plus facilement, tu gagnes. C'est vrai qu'ils sont à 4-1 quand même. Ils sont à 4-1, et Dak Prescott, à mon avis, apporte en plus cette menace au sol. Il a déjà 3 touchdowns au sol. Je ne suis pas sûr que Tony Romo les aurait mis. Tony Romo, il est quand même sévèrement blessé à chaque fois. Quand il revient sur le terrain, tu te demandes s'il va finir le match. Pourquoi est-ce que tu laisses pas Dak Prescott qui est en confiance, qui est porté par son coureur, qui est porté par sa ligne? Oui, mais il a perdu un fumble quand même. C'est ok, super. Le gars qui cherche absolument. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est intolérable. Un turnover en 5 matchs. Je pense qu'il y a bon nombre de quarterbacks NFL qui aimeraient bien avoir cette stat-là. Raphaël, est-ce qu'on garde Dak Prescott ou est-ce qu'on remet Tony Romo quand il sera en bonne santé? Écoute, moi, je reste un fervent partisan je remets Tony Romo si Tony Romo est en bonne santé. Je reste persuadé que Tony Romo a bien plus d'armes à son arc, de cordes à son arc, pardon. Je mélange toutes les expressions de la langue française, mais allons-y. Que Dak Prescott. Ça montre que tu as du vocabulaire. J'essaye. Il y a des gens qui ne peuvent pas mélanger. Ce matin, dans les articles, j'en ai placé un. Enfin bref. Non, disons que Tony Romo, pour moi, a bien plus de capacité que Dak Prescott. Et notamment, j'attends toujours de voir Dak Prescott capable d'aller... Bon, tant mieux pour lui, il n'a pas eu à le faire, mais capable d'aller chercher un match, ce qui n'a pas encore été la position. Là encore, il mène 21-0 très rapidement face aux Bengals. Donc ça se contente de gérer comme d'habitude avec un Ezekiel Elliott encore monstrueux qui permet de bien avancer. Et je reste persuadé que
que Tony Romo a bien plus de capacité pour faire avancer ce ballon. Et moi, je crée encore plus cette équipe de Dallas avec Tony Romo et un Dez Bryant aussi de retour de blessure qu'avec Dak Prescott. Et voilà, après, effectivement, peut-être que Romo perdra un peu plus de ballons, se fera plus intercepter, mais je pense qu'il en verra aussi bien plus en l'air. Ouais, je suis d'accord et surtout le fait que Elliott ouvre le jeu à nouveau et qu'il ait à nouveau un jeu au sol fixe parce que lui il partira pas quand Romo revient. A priori pas. Et donc Dez Bryant aussi devrait revenir. Et donc Romo aura, à mon avis, en effet, plus de chances de dynamiter encore plus le jeu dans cette attaque encore plus explosive. Mais après, de toute façon, Raoul, à mon avis, tu auras ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il va prendre 4 sacs en 3 matchs et il ressortira. Probable. Mais après, moi j'ai plus peur pour sa santé, très honnêtement. Oui, ça reste toujours le... Mais je suis d'accord avec vous, Romo est meilleur, hein. Ça il n'y a pas à dire. Et Romo, ça a été un des meilleurs joueurs des Cowboys de toute l'histoire des Cowboys. Tu préfères reculer pour mieux sauter? Non, je préfère m'assurer. Ouais, voilà, je préfère voir plus loin et me dire que de toute façon Romo ne fera pas de vieux os à Dallas. Il va pas jouer 2 saisons de plus, c'est impossible, pas vu son état de forme. Donc tu prépares et Dak Prescott, vu que ça marche, tu t'en contentes pas, tu te prends. En tout cas, vous êtes 66,88% à être d'accord avec Raoul. Dak Prescott, 32% pour Tony Romo et 0,87% pour un autre sur le sondage. J'ai mis un autre pour au cas où les gens veulent mettre quelqu'un. Ah, mais c'est toi qui as fait le sondage en plus, c'est vrai, donc tu l'as truqué forcément. Je l'ai pas du tout truqué. Voilà, c'est qui l'autre? C'est Mark Sanchez, non? Non, l'autre. Non, non. Ils ont un troisième. Ils avaient un quarterback qu'ils ont fait passer au poste de safety il y a quelques jours là. Donc je sais plus. On a un trou là sur le troisième. On va trouver ça. Oui, mais bon. On va trouver ça. Ce sera l'un des deux. En tout cas, côté Bengals, on avait dit c'est reparti, puis finalement. C'est un peu je dirais une des déceptions de ce début de saison, les Bengals, qui sont Enfin, on comprend pas, ils étaient solides comme pas possible en saison régulière depuis 3-4 ans. Et là, tout d'un coup, sans vraiment de raison, parce qu'il n'y a pas eu de gros départ, si ce n'est Hugh Jackson en poste de coordinateur offensif. Il y a Sanu et Marvin Jones quand même. Sanu et Marvin Jones, oui, mais tu vois, il n'y a pas que l'attaque qui va pas, la défense aussi va pas. Enfin, au sol, ils se font manger d'une façon. Ils finissent par par ressentir le départ de Mike Zimmer. Mais tu vois, ils en ont pas pris autant au sol sur l'année. Un peu de retard. C'est vrai que juste pour conclure, c'est vraiment Mark Sanchez le troisième quarterback. Ah bah voilà, je savais bien que l'ami. Ils sont à 114 yards pris en moyenne, les Bengals par match au sol, et là ils sont à 180 sur ce match-là. Il faut dire qu'Elliott est la ligne offensive des Cowboys. 114 au sol. En moyenne par match. Ouais, c'est quand même pas mal. Quand même, ils doivent être 16e, j'avais regardé 16e ou 19e, quelque chose comme ça. Mais oui, mais c'était pas l'an dernier, tu vois. Enfin, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi tout d'un coup cette équipe se met à moins bien attaquer? Si je peux comprendre, il y a 2 receveurs qui sont partis, Hugh Jackson, mais pourquoi elle défend moins bien? Ça, c'est un truc qui me. J'arrive pas à trouver d'explication. Là, en l'occurrence, ils ont dû se proposer beaucoup sur le jeu de passe d'Andy Dalton parce que justement, ils ont été très vite menés et le jeu au sol, finalement, on compte un peu moins dessus et c'est ce qui peut être une de leurs forces. Là, ils l'ont pas forcément utilisé. Derrière Andy Dalton, il tient rarement quand il a beaucoup de pression sur les épaules. Là, il a pas tenu. Alors, il a pas tenu, il est pas non plus catastrophique. Non, il est pas catastrophique, mais il a pas beaucoup avancé. Non, ça c'est sûr qu'ils n'ont pas beaucoup avancé, mais il y a toujours pas de jeu au sol. Il y a Giovanni Bernard qui a 50 yards. Après, ils sont vite menés, donc ils ont été obligés de lancer. Brandon Lafell a capté 8 ballons pour 68 yards et 2 touchdowns. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas la défaite la plus rassurante, en effet. Non. Et puis c'est pas la première non plus, donc c'est pas la première, c'est ça. C'est pas tout à fait rassurant pour eux quand tu sais qu'ils sont dans la division des Steelers et qu'en AFC les wildcards vont partir vite. Et ouais, c'est ça. Ça fait en effet 2 victoires et 3 défaites. Lions 24, Philadelphia Eagles 23. Voilà la NFL, messieurs. Voilà, c'est ça. C'est ce que tu nous avais dit, je crois, Raphaël, pendant le match. C'est la NFL. C'est-à-dire que les Eagles, qui étaient invaincus, désormais sont battus par les Lions, qui sont évidemment capables de tout sur une semaine. C'est ça, ouais. T'as une équipe qui est bonne, qu'on voit bonne depuis le début de la saison, à juste titre d'ailleurs, qui en plus vient de la NFC Est et qui va aller se tirer une balle dans le pied bien classique chez les Lions, qui eux sont capables de prendre un match par-ci par-là face à n'importe qui. Voilà, Stafford a très bien joué, il a fait ce qu'il voulait de cette défense en première mi-temps notamment. La deuxième a été un peu plus compliquée, on a senti que les Eagles revenaient progressivement en deuxième mi-temps. Ouais. Mais c'est la NFL quoi. Et les Lions gagnent avec seulement 244 yards en attaque. Oui, et moi je te trouve un peu dur avec les Eagles quand tu dis qu'ils se tirent une balle dans le pied parce qu'ils passent vraiment pas loin dans ce match-là. Et il y a quand même des éléments positifs. Les Lions, cette équipe-là, elle est trop imprévisible, tu peux jamais savoir ce qu'ils vont faire. Et là, en l'occurrence, ils ont fait presque pas d'erreur, sauf cette espèce de fumble un peu bizarre de Matt Stafford qui lâche son ballon en courant. Mais sinon, les Eagles, ils prennent 111 yards de pénalité, et ça aussi, ça les mine. Et
tu sens qu'ils ont fait le maximum qu'ils pouvaient sur ce match-là, à part l'interception de Vance, d'accord. Enfin, c'est la toute fin de match, c'est limite une Hail Mary. D'accord, elle compte, mais il peut pas faire beaucoup mieux. Non, le problème, c'est le fumble de Ryan Matthews. Ils perdent le match là-dessus, je pense. Donc voilà, c'est une erreur qui leur coûte le match. Ils sont pas si loin que ça. Et encore une fois, face aux Lions qui ont été peut-être au top de leur forme, moi je trouve pas ça si inquiétant. 25 sur 33, 238 yards de touchdown, une interception pour Carson Wentz. Raphaël, t'allais dire quelque chose? Non, j'allais dire, je dis pas que c'est inquiétant, c'est juste, c'est dommage quand t'es les Eagles que, quand on sait que la place en wildcard peut se jouer à une victoire près, c'est le match dans le calendrier et au vu de la situation quand les deux équipes là se sont rencontrées qui devait être pris pour pas compter dans les défaites. Ils le perdent. Bon. Il y a aussi le retour de bye week qui fait qu'ils ont peut-être pas trop le rythme en début de match et que le temps de s'adapter, c'est trop tard. C'est vrai. Bon. C'était les 3 premiers matchs, on passe à la suite. Hi, it's Navarro Bowman from the 49ers. Hello, this is Danny Woodhead. How you doing? This is Mike Wallace, Lamar Miller. Hi, it's Brendan Clark from the Dallas Cowboys. You listen to the Touchdown Podcast. Panthers 14, Buccaneers 17, victoire sur un field goal à la dernière seconde de Roberto Aguayo qui est payé pour ça parce qu'il a été choisi au deuxième tour et qui doit on a raté 2 autres quand même. À la dernière seconde. Oui, j'essaie de voir le positif, excusez-moi d'être quelqu'un d'optimiste. Donc, duel floridien remporté. Duel floridien, non, pas du tout, parce que Charlotte n'est pas tout à fait en Floride. Donc, victoire floridienne donc, de Tampa Bay et les Panthers, finalistes du dernier Super Bowl, s'enfoncent à une victoire, 4 défaites. Derek Anderson était titulaire, 18 sur 28, 278 yards, 2 interceptions. Et j'ai presque envie de commencer par autre chose que l'attaque, parce que c'est aussi la défense. Tu parlais des Bengals qui s'écroulent. Cette défense des Panthers, elle est quand même très décevante par rapport à ce qu'elle a fait ces 2 dernières années, même si elle a perdu Josh Norman. Moi, je suis pas d'accord sur ce match, parce qu'à la mi-temps, ils sont quand même que à 6-0, les Bucks. Et tu veux pas le mettre sur le dos de l'attaque, mais j'ai quand même l'impression qu'ils prennent qu'un seul touchdown. Ouais, ils prennent qu'un touchdown et tu vois, ils prennent que 17 points par les Bucks qui sont capables de coups d'éclat. Et j'ai l'impression quand même qu'ils ont réussi à les maintenir un petit peu et c'est l'attaque qui aurait dû se réveiller en deuxième mi-temps et tirer cette équipe des Panthers. Au bout d'un moment, les gars ils peuvent pas tout le match contenir Jameis Winston qui quand il veut est capable de coups d'éclat. Ouais, alors tu vois, je vais être un peu plus pessimiste que toi parce que ok, ils prennent que 17 points, mais en fait, je trouve que ils prennent déjà trop par rapport à cette attaque de Tampa Bay. En fait, la défense des Panthers l'an dernier, à mon avis, elle laisse même pas 7 points à ces Buccaneers passer. Ils prennent le premier drive, ils se font manger pendant plus de 8 minutes au sol par des alternances, alors qu'en plus, en face, il n'y a que Mike Evans pour réceptionner la balle. Pareil, sur le dernier drive, ils se font quand même bien avoir. Je suis assez inquiet par ça parce que voilà, pour moi, il y avait quand même la place de faire mieux en défense que ça. Oui, ils prennent pas beaucoup de points, mais ils en prennent quand même, ce qui n'était pas forcément le cas des dernières années. Il n'y a pas beaucoup de turnover. Donc, je reste un peu inquiet parce que si, à mon avis, c'est une autre attaque que celle des Buccaneers, ils se prennent plus que 17 points à nouveau sur ce match, comme ils sont pris face aux Falcons, ils en sont pris une valise. Et malheureusement, tant qu'on a une attaque qui est un peu sur courant alternatif comme ça, si la défense, elle aussi, s'y met, ça va être très compliqué de remonter la pente, quoi. Greg Olsen est toujours là, 9 réceptions, 180 yards. Cameron Artis-Payne était à 18 courses pour 85 yards et 2 touchdowns. Ils ont essayé, Fonzie Whitaker à 5 ballons pour 45 yards. Ils ont essayé un peu de sol. D'ailleurs, le sol, c'était un peu le thème du soir. Les Buccaneers, eux, ils ont donné 30 ballons à Jacquizz Rodgers pour 101 yards. Ça bien réussi. 30 ballons et 30 passes pour lui et 30 passes pour Jameis Winston. Donc ça s'appelle de l'équilibre, messieurs. 18 sur 30 pour Winston, 219 yards, un touchdown. Il a été moyen. Ouais, il était moyen. Et son interception aussi est très moyen parce qu'encore une fois, il fait beaucoup d'erreurs de lecture. Enfin, il y a notamment cette passe où il force sur Mike Evans qui est pris en double couverture. Enfin, ça se voit dès le début. Je sais pas, autant on l'avait encensé en tout début de saison, en pré-saison, autant là c'est vrai qu'il nous fait un peu revenir sur nos propos. L'ami Jameis Winston, donc ça gagne là parce qu'il tombe face à une équipe des Panthers un peu inquiétante, en dilettante, etc. Mais ça gagnera pas contre beaucoup d'autres équipes pour le moment, quoi. Non.
Bon, en tout cas, moi, je rejoins Raphaël au sens où je suis assez inquiet pour cette équipe de Carolina. Pour les Buccaneers, je ne vais pas m'attarder parce que c'est vrai que c'est assez moyen et comme tu disais, ça ne va pas toujours passer. Mais je suis assez inquiet pour Carolina et notamment en défense aussi parce que je trouve qu'il y a eu des plaquages ratés, il y a quand même des problèmes qu'il y avait peut-être moins avant. Ouais, mais vous parlez depuis tout à l'heure de la défense, je suis d'accord avec vous, mais encore une fois, Derek Anderson, oui, Derek Anderson, est terrible. Non mais Derek Anderson est terrible. De toute façon, Cam Newton n'était pas beaucoup mieux les semaines d'avant. De toute façon, Cam Newton, c'est quand même un leader de cette équipe aussi. On est d'accord, c'est le MVP. Mais justement, il n'a pas été le MVP pour moi sur les premières semaines. Il n'a pas été. J'ai du mal à me rappeler des fois qu'il était MVP quand je regarde les premiers matchs. Non, c'est vrai. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Et c'est compliqué parce qu'ils se mettent dans une situation où maintenant chaque match doit être gagné, quoi. Ils ont pas ce petit matelas d'avance comme l'an dernier où absolument plus rien. Non, là c'est vraiment à chaque fois. Ils sont derniers et bon quoi. Redskins, 16 Ravens 10, ça c'était un derby quasiment, puisque les équipes sont quasiment... Non mais ça c'est vrai. Oui. On a compris, tu veux nous montrer que tu maîtrises la géographie américaine. Baltimore, Maryland, pas très loin, mais voilà. Je me demande d'ailleurs si le stade des Redskins n'est pas dans le Maryland. Si, il y a un délire comme ça. C'est très possible. Donc, il est genre au-dessus de la rivière, et donc c'est plus dans l'état de... Il est dans le Maryland officiellement. Donc les Redskins ont gagné 16-10 contre les Ravens. Kirk Cousins est à 29/41, 260 yards, un touchdown, une interception. Jones est à 31 yards seulement au sol. C'était pas franchement un match hyper folichon. L'important c'est que les Redskins repassent en positif. Pour l'avoir un peu plus regardé, vu que j'en faisais le résumé pour le site, je me demande quand même encore comment les Ravens peuvent perdre ce match parce qu'ils semblent, franchement, sur l'ensemble du match, ils semblent quand même un poil meilleurs que ces Redskins et notamment leur défense met en difficulté Kirk Cousins. Mais alors, c'est au niveau de l'attaque des Falcons, des Ravens que le problème était. Donc, ça s'est vu que Mark Trestman a été viré en milieu de semaine. C'est une des infos de la semaine, en effet. Voilà, à juste titre, parce que franchement, ce qu'ils proposent depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, même chez les Ravens, c'est quand même très très limite. On avait dit que les spécialistes défensifs étaient des imposteurs ces dernières semaines. Finalement, les spécialistes offensifs un peu aussi. En fait, tous les types qui prennent le titre trop tôt de génie faut s'en méfier. Ouais, et puis tous ceux qui tentent des fake field goals à ce niveau-là du match complètement ratés, c'est des imposteurs. Flacco a été sous pression 17 fois en 50 tentatives. Donc ça a été un peu plus dur. Ça a été un peu plus dur aussi. Mais c'est cette attaque vraiment des Ravens qui n'avançait pas et surtout la grosse erreur, ce que j'ai pas compris, c'est que Terrence West faisait un très bon début de match avec une dizaine de ballons portés en première mi-temps, il avançait très bien et en seconde mi-temps il se retrouve avec 2 ballons je crois donnés seulement. Parce qu'il est à 95 yards en seulement 11 courses. Voilà, c'est ça. Donc, c'est même exactement, il était à 9 portées en première mi-temps et 2 seulement en deuxième mi-temps, alors qu'il marchait très bien. Et tout d'un coup, tu ne sais pas pourquoi, alors qu'ils sont proches au score, tu vois, il n'y a pas l'argument de faut passer pour revenir vite. Non. Abandon du jeu au sol, enfin voilà, donc les Ravens qui se mettent dans la panade et derrière les Redskins qui gagnent, mais sans. Ils s'en sortent grâce à un retour de punt de Jamison Crowder déjà qui les met devant. Sur 85 yards. Très bon joueur quand même, qui fait beaucoup de choses à la réception depuis le début de la saison. Très bon retourneur de punt en plus. C'est peut-être un de leurs mecs d'ailleurs les plus constants avec Jordan Reed qui est vraiment là à tous les matchs. Parce que Garçon et Jackson ont tendance à aller venir. C'est d'un coup, quoi. C'est une passe de fou dans le match et voilà. Là, c'est Garçon en l'occurrence qui a 5 réceptions et qui met le touchdown offensif. Mais c'est vrai que c'est pas super convaincant que ce soit d'un côté comme l'autre. Mais attends, il y a 2 énormes erreurs des Ravens qui leur coûtent le match. Erreur. T'as déjà ce fumble de CJ Mosley qui fait le plus dur, qui fait l'interception et qui revient dans le poteau et qui lâche son ballon. Ça, on pourra en parler. C'est quand même la règle, à mon sens, la plus stupide de la ligue. Je comprends pas pourquoi quand tu fais un fumble juste à l'entrée de la end zone, tu rends le ballon à l'équipe adverse. Les Redskins étaient sur leur 1 yard et se retrouvent interceptés à repartir sur leur 20 yards. C'est ça. Ils ont gagné 18 yards grâce à la CJ Mosley. Les mecs sont malins, soyez pas jaloux. Voilà, et l'autre truc, c'est terrible, c'est Perryman qui tombe avec un pied dehors sur la passe qu'il fait à la fin. Bon, ça après ça. Non, alors ça, c'est pas forcément sa faute, ok, mais tu vois, ça se joue à un pied. D'accord, les Ravens doivent gagner ce match tous les jours. Et voilà. Après, moi, je serais pour qu'on change les règles, c'est-à-dire que le mec a le droit de sortir, de plaquer un coach et de revenir dans le terrain. T'as le droit de revenir dans le terrain si tu pousses un coach adverse. Tu vois, c'est une nouvelle règle. Ça va être difficile. Mike Tomlin pourra jouer alors. Exactement. T'es d'accord que la règle sur le turnover de CJ Mosley est quand même reste. Ouais, mais le ballon va dans la end zone, donc faut bien qu'il y ait une règle pour quelque chose. Tu rends en possession là où tu mets plus ou moins le genou. Ouais, mais fallait pas le perdre. Comment ça marche s'ils font un fumble et qu'elle sort du terrain? Qui récupère la possession?
Ah bah si elle sort du terrain, c'est celui qui l'a perdu qui garde. Ouais. Bah voilà, bah pourquoi Ouais, c'est ouais. pas pareil alors? Bah la end zone, c'est pas pareil, c'est sacré. Ouais. Ouais, mais pourquoi rendre le ballon au Red... Alors à la limite, d'accord, mais rendons le Redskins là où ils ont commencé l'action. Oui, Le ballon au niveau de oui, ça, l'interception. oui, ouais, Au niveau ouais. de l'interception. Non, Du coup, c'est touchback, enfin, ouais. Voilà, tu vois, je veux dire, on rend le ballon au Redskins sur leur 1 yard, mais pas sur les 20 yards. Enfin, Ouais. ce touchback. En qui est- plus, ouais, c'est hallucinant. Bon, bah, enfin bon, bref, passons. Patriots 33, Browns 13, devinez qui est de retour. Tom Brady, 28 sur 40, 406 yards, 3 touchdowns, 0 interception. Pas Et trop. voilà. Et voilà. Ouais. Résumé du match. Et voilà, lâche le micro, s'en va. Salut. Et il faut quand même saluer aussi la performance défensive des Patriots. C'est ce que nous faisait remarquer Joachim, que je remercie de nous avoir encore envoyé les résultats des pronostics. Seulement 22 yards pour Isaiah Crowell, alors que les Browns étaient la meilleure attaque au sol C'est vrai. depuis le début de la saison. Et les Surprenamment. Patriots ont très bien limité ça. Ils ont très bien limité ça. Le jeu au sol. Et ils ont eu en plus l'avantage que les Browns ont tellement vite perdu Cody Kessler qu'en fait, ils se sont retrouvés à. Et n'avoir- Charlie Whitehurst, Voilà, qui donc, s'est blessé aussi. donc du coup, il y a un moment où en fait, les Patriots se sont. N'avaient qu'à défendre le sol, même si Isaiah Crowell est très bon, en fait. Ouais, tu peux mettre Quand 4 tu sais qu'ils défenseurs vont dessus, courir voilà. parce qu'il n'y a Oui, plus que bah ça, oui, en fait, oui, ça oui, devient quand même oui, un peu oui. plus Non, c'est simple. sûr, Mais c'est sûr ça reste aussi. une belle Oui, perte. c'est sûr. C'est sûr aussi. Bon, en tout cas, ils ont quand même eu le loisir. On voit quand même le changement de physionomie. Hein. Le Garrett Blount a 37 yards et 18 courses et un touchdown. On voit que Tom Brady est un peu revenu, je crois. Ouais, ouais. 406 yards dans les airs. Chris Hogan, 4 réceptions, 114 yards. Gronkowski, 5 réceptions, 109 yards. Martellus Bennett, 6 réceptions, 67 yards, 3 touchdowns. Voilà. Julian Edelman en prend 5 pour 35 yards. Chris Hogan, qui est donc du coup le nouveau Julian Edelman, qui lui C'est était ça. le nouveau Wes Welker. Donc comme ça, on est paré à ce niveau-là. Prépare l'avenir. On a mis ça dans les matchs de la semaine parce que bon bah voilà, c'était un peu l'événement avec le retour de Tom Brady. Il fallait évidemment en parler, même si Raphaël ne voulait pas en parler parce que on va il croire disait que- ça sert à rien, c'est Ouais. nul, et ils ont pris ce qu'ils méritaient. Bon après c'est quand même assez cocasse, donc Terrell Pryor a joué quarterback, Encore. 1 sur 3, 5 yards. Lui qui 3 jours avant avait dit j'ai enfin fait la paix avec moi-même, je n'étais pas un assez bon quarterback, j'ai compris qu'il fallait que je joue à un autre poste. Ouais. C'est quand même... Ça devient compliqué cette situation des Browns au poste de quarterback. Enfin, ça devient ça l'est depuis des années. Je me suis quand même amusé à chercher. Ça fait 18 quarterbacks qui ont démarré en 8 saisons du côté de Cleveland. Ouais, c'est propre. c'est la stat. Oui, est-ce que vous savez c'est qui le dernier qui a fait une saison complète? Complète. Ouais, j'ai été Ouais, chercher complète, du coup. alors là, Je alors me la là. pète. C'est Tim Couch en 2001. Waouh, qui avait été drafté au premier tour, je crois. Ouais. Bon, Brandon Whedon en 2012, il est pas loin, il est à 1 près, il est à 15. Mais bon. On passe aux autres matchs, ce sera plus joyeux. What's that? Playoffs? Don't talk about playoffs. You kidding me? Playoffs? I just hope we can win a game. Les autres matchs de la semaine, et il y a de quoi dire encore une fois, évidemment. On commence par le jeudi. Arizona 33, San Francisco 21. Messieurs, ils s'en sont sortis avec Drew Stanton. Ouais, heureusement. En revanche, les 49ers ne s'en sortent plus du tout avec Blaine Gabbert et cette polémique qui commence à enfler autour de même pas mettre Kaepernick, mais mettre Christian Ponder. Moi, je serais plutôt pour. parce Mettre que- Kaepernick, c'est le numéro 2. D'où elle sort, d'ailleurs, cette Je sais première pas. Je vois pas pourquoi Christian Ponder, mais, TSN qui a dit apparemment le vestiaire a milité pour Christian Ponder. Ouais. Gabbert, c'est 18 sur 31, 162 yards, un touchdown, 2 interceptions, pardon. Carlos Hyde à 78 yards et un touchdown en 22 courses, ce qui est pas honteux vu ce qu'il a autour de lui. Oui. Non, C'est c'est pas si mal. C'est un peu le seul à surnager en attaque depuis le début de la saison côté 49ers. Alors, l'homme de ce match, c'est quand même Johnson du côté des Cardinals, David de son petit prénom, 27 courses, 157 yards et 2 touchdowns, avec 3 réceptions et 28 yards en bonus. Il fait quand même plus de yards au sol que son quarterback à la passe, puisque Drew Stanton est à 11 sur 28, avec 124 yards et 2 touchdowns quand même, puisqu'il a trouvé Larry Fitzgerald 2 fois dans la end zone. Donc, on va dire que l'essentiel est assuré. C'est Côté ça. Cardinals en attendant le retour de Carson Palmer. On se relance quand même parce qu'on restait sur 2 défaites un peu dures pour le moral. Donc là, c'est pas plus mal de reprendre un point. Ça se relance, mais faut pas tout de suite s'extasier non plus d'un retour des Cardinals parce que ça reste une victoire face à une faible équipe des 49ers.
Donc bon, va falloir encore attendre un peu quoi. Colts 29, Bears 23, pardon. Merci aux Bears d'avoir foutu en l'air mon combiné. T'as fait un combiné ou un système? Non, j'ai fait un système, pardon. Mais bon, je voulais avoir les 3, quoi. Non. Question d'honneur. Bref, Andrew Luck, 28 sur 39, 322 yards, 2 touchdowns. Frank Gore, 75 yards au sol, 171 yards en 10 réceptions et un touchdown pour T.Y. Hilton. Et puis c'était un poil mieux défensivement. Pour les Colts? Pour les Colts. Défensivement, oui. En revanche, je comprends toujours pas ce que cette ligne offensive a contre Luck. Je sais pas. Ou alors c'est Luck. Peut-être que c'est un sale type en vrai. Hein. Peut-être qu'il passe son match à les insulter et que du coup il le laisse. Peut-être que le mec est désagréable avec sa ligne. On dirait qu'ils veulent sa mort quand même. Malheureusement, je pense qu'ils sont juste mauvais. C'est ce que nous disait Raoul depuis qu'il est une star. Hein. Il faut toujours soigner le petit personnel. Ouais. C'est pour ça qu'il est toujours gentil avec Camille. Il m'a dit faut être gentil avec tous les techniciens. C'est grâce à eux. Ça me retombe c'est dessus. eux qui font ta voix. Je rêve n'importe quoi. Non, c'est pas toi qui me disais ça. Si, bien sûr. Moi, je suis quelqu'un de très humble. J'oublie pas d'où je viens. Bon, en tout cas, Luck, quand il n'a pas de pression, il est plutôt pas mal. Hein. Et quand on le laisse jouer à un rythme un peu élevé, il est à 10 sur 14 sur les passes qu'on fait plus de 10 yards depuis la ligne de scrimmage, donc c'est quand même plutôt pas mal. Luck est bon, il a encore justifié une fois que, à mon avis, c'est pas à cause de son contrat que son équipe est pas très bonne à côté, puisque c'est lui quand même qui va plus ou moins chercher la victoire à nouveau. Donc bon, c'est gonflé de dire ça de la part de son GM. Franchement, parce que c'est lui qui la gère l'équipe. Non, mais c'est bon. On en reviendra peut-être dessus un autre jour, mais passons. Non, mais voilà, les Colts se rassurent peut-être un peu parce que du coup, ça leur permet d'être à une victoire, mine de rien, de la tête de la division des Texans. On reviendra aussi sur les Texans, mais voilà. Donc, il reste, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, il reste plus ou moins en course pour les playoffs. Tout à fait. La défense est un peu mieux, l'attaque est un peu mieux. Après, il y avait ce point, il revenait de Londres. On pensait qu'il allait prendre le décalage. Non, ça a bien tenu. Donc c'est pas une excuse. Du côté de la défense, ça reste quand même assez douillet parce que donc 6 pressions mises sur Brian Hoyer en 44 tentatives de passe. Ça fait pas beaucoup. Et 14 plaquages manqués. Ça, c'est beaucoup. Voilà, donc pas de pression, des plaquages manqués. Ouais, en plus, il y a Butler, le cornerback, qui se blesse encore. Voilà, et puis la ligne des Bears, c'est pas Dallas non plus, quoi. Non. Donc voilà. Côté Chicago, Brian Hoyer, est-ce qu'on lui laisse encore un peu d'espoir? Il est à 33 sur 43, 406 yards et 2 touchdowns. Hein. J'ai vu qu'il voulait même couper Cutler. Enfin, ça, c'est des rumeurs 397 yards, pardon. Ouais, donc oui, il faut le garder. De toute façon, c'est pas pire qu'avec Cutler. C'est même meilleur. Sur le début de la saison, c'est meilleur que Cutler. Donc à partir il faut garder Hoyer et virer tout simplement la MJ. Le coureur rookie Jordan Howard est à 118 yards. Qui enchaîne un troisième bon match, qui est une vraie bonne satisfaction du côté de Chicago. Il en faut bien une quand même. En termes de jeunes, il y a Cameron Meredith qui est un joueur de deuxième année, qui est à 9 réceptions, 130 yards et un touchdown. Donc c'est pas mal. Il pourrait finir par trouver des solutions. Tennessee 30, Miami 17. Et on parlait de génie offensif usurpé. Adam Gaze, en tout cas pour l'instant, il n'a pas révolutionné du côté de Miami. On parlait surtout des deux équipes dont on ne parlait plus. On peut tout à fait zapper ce match. Attendez, Marcus Mariota, 20 sur 29, 163 yards, 3 touchdowns, 60 yards et un touchdown au sol en cette course. Tu l'avais dit, Alain. C'est un tueur. C'est un super joueur. Marcus Mariota. C'est notre joueur préféré. Jusqu'à la semaine prochaine. Ryan Tannehill, 12 sur 18, 191 yards, 2 interceptions. Lui aussi, il n'est pas aidé. Il coule. Il n'y a pas d'autre mot. Il a touché le plafond et le plafond s'est écroulé. Non, il est pas aidé parce qu'effectivement, il a sa ligne offensive qui est pas loin d'être la pire derrière celle des Seahawks potentiellement. Avec deux titulaires blessés. Oui, non, c'est très compliqué. Il se prend beaucoup la pression. Adam Gaze a critiqué d'ailleurs la ligne offensive. Il a bien raison, mais même encore une fois, c'est même pas que la ligne, enfin c'est même pas que l'attaque, c'est la défense aussi. Enfin, avec les joueurs qu'il y a, ça doit pas prendre 30 points face aux Titans. Enfin, Adam Gaze, il a eu cette phrase fabuleuse de dire c'est moi qui appelle les jeux. Je sais à quoi ça ressemble, mais ça ressemble pas du tout à ça. Ça ressemblerait à une réplique de Kaamelott, tu sais, si c'était le roi dans. Genre le roi Arthur. Il y a des insiders à Miami qui disent qu'en fait Tannehill ne comprend pas le playbook, enfin que l'attaque a du mal à assimiler le playbook, ce qui est compliqué. Du coup, ça veut dire qu'il va falloir le simplifier, ce qui est pas très rassurant parce que. Est-ce que vous pensez que Tannehill il est gaze? Il est gaze. Là je sais pas. Adam Gaze, Black Serge Aurier. Oh merde, j'ai pas fait de rapport. Moi, je suis resté sur Periscope. Moi, j'ai pas du tout fait le rapport avec Adam Gaze. Je sais pas si je valide. Non, moi je l'imagine plus avec Adam Gaze qui crie dans ses oreillettes et lui qui fait ouais c'est pas faux et c'est pas mal. C'est pas mal de se lancer sur le terrain sans savoir où aller. C'est pas mal aussi. Tu vas nous faire un doublage si tu veux t'amuser avec Final Cut. Je vais essayer de faire ça. Voilà, faut que tu nous prennes les voix de et Kaamelott il va arriver sur le côté et dire on en a gros. On en a gros, c'est ça.
Bon, en tout cas, Mariota était super bon sous pression. Il est à 8 sur 11, 90 yards et 3 C'est ça la touchdowns. solution en fait. C'est ça, il faut lui mettre la pression à Marcus Mariota. Et Murray aussi fait un 121 yards bon match. encore Là, très, sur très ce bon, match, bien sûr. c'est lui qui tire les Titans vers le haut. Heureusement, ils l'ont fait venir pour ça aussi. Minnesota 31, Houston 13, ça continue pour les Vikings et ça continue pour Brock Osweiler aussi d'ailleurs. Toutes les semaines on dit il se met doucement en place dans son équipe. Mais il est de pire en pire, donc comme ça c'est il réglé. est à 19 sur 42, 184 yards, un touchdown, une interception. Déjà 7 interceptions sur cette saison. Ouais, non, il est clairement beaucoup. pas dedans. Bill O'Brien n'arrive pas à en tirer ce qu'il aimerait en tirer. Il n'est pas aidé, encore une fois, là pour le coup, par son jeu au sol. Et puis lui, de manière générale, il n'est juste pas bon depuis le début de la saison. Il n'est pas précis. Est-ce que vous savez où il est né, Brock Osweiler? Parce que j'ai sa fiche sous les yeux. Je ne savais pas qu'il y a une ville qui s'appelait comme ça. Il est né dans une ville qui s'appelle Cœur d'Allen. Ah oui, et ça s'écrit vraiment cœur comme en français. C'est C-O-U-R. Et plus loin, D'-A-L-E-N-E. Mais c'est où ça? Cœur d'Allen, dans l'Idaho, visiblement. Très bien. Si un jour on y va, on saura. Vous avez appris quelque chose. Ouais. Voilà, il est né à Cœur d'Allen. Très bien. Ça l'a pas beaucoup aidé. C'est juste à côté de Cœur d'Artichaut. Oh. Il est en forme. Ouais, que voulez-vous. Messieurs, donc on parle. Ouais, revenons à ce match. Brock Osweiler. C'est donc. Cette équipe des Texans, elle commence à avoir du mal, d'autant qu'ils ont perdu J.J. Watt, donc il n'y a plus de leader défensif. Et en attaque, ça peine toujours. Là, le jeu au sol, c'est carrément l'abandon total. 8 courses, 20 yards pour Lamar Miller. Alfred Blue, c'est 6 courses, 39 yards. Ils sont vite derrière. Ils sont menés 14-0 à la fin du premier quart et 24 après. Tu joues les Vikings qui sont, moi maintenant je le dis, la meilleure défense de la NFL. Ouais, mais alors l'excuse de ils jouent des bonnes défenses toutes les semaines, ça fait 5 semaines que Brock Osweiler est de plus en plus mauvais. Donc ils ont gagné que 214 yards au total quand même. Je dis pas que Brock Osweiler est plus mauvais face à eux. En l'occurrence, moi je pense surtout au jeu au sol. Pour le jeu au sol, ça aide pas. Efficacité sur troisième tentative pour Houston. 1 sur 13. Oh. Non, mais voilà, c'est ça. C'est Houston qui est juste totalement dominé par une équipe meilleure à tous les niveaux et à tous les étages. Enfin, voilà. Et Houston qui a cette bonne tendance cette saison depuis un petit moment à se cacher tranquillement quand les grosses équipes arrivent. Ils leur montent à nouveau. Et de l'autre côté, les Vikings, c'est très très costaud. Et North Turner est en train de faire devenir Sam Bradford un très bon joueur. Donc, bon. Ouais, j'allais dire une bêtise, j'allais dire le bilan c'est que Minnesota Matt Houston. Voilà, référence à Rugby, vous aurez kiffé, c'est pour vous. On l'arrêtera pas, il va nous en faire toute la soirée. Donc Sam Bradford est à 22 sur 30, 271 yards, 2 touchdowns, il fait le taf, le garçon. Ouais, il fait le taf. Et au début de l'année, on l'a vu comme un game manager qui allait compenser la perte de Bridgewater, qui allait s'appuyer sur Peterson. Peterson est parti, donc c'est un peu reposé sur lui. Et finalement, le jeu au sol est pas exceptionnel, mais tient. Et lui, pour le coup, porte vraiment cette attaque. Il est bien aidé par ses receveurs et par son tight end, Kyle Rudolph, exactement. Donc ouais, c'est très encourageant. Et ces Vikings, chaque semaine, se posent un peu plus sérieusement en favori. Ils n'ont plus qu'à faire un all-in pour transférer Joe Thomas, le sortir de Cleveland pour avoir un bon left tackle et puis c'est réglé. Ils ont Bradford a complété 80% de ses passes quand il était sous pression en plus. C'est excellent. Donc, il joue très très bien. Faut reconnaître aux Vikings pour le moment, si ça tient et si ça va au bout, d'avoir eu une écho en envoyant juste un simple premier tour, parce qu'au final, ça peut faire mieux. 31 pour les Steelers, 13 pour les Jets. C'est notre match suivant. 4 touchdowns pour Ben Roethlisberger. Et sans trop de surprise, les Steelers s'imposent. On va pas faire comme si on était surpris. On va peut-être pas y passer 10 ans. Le'Veon Bell a gagné que 136 yards. Et c'est Sammy Coates qui est le meilleur receveur. 139 yards et 2 touchdowns en 6 réceptions. C'est plutôt pas mal pour lui. Le'Veon Bell, il prend 9 ballons au sol, dans les airs. Par contre, 9 réceptions, 88 yards. Polyvalence comme d'habitude. Sammy Coates fait juste un trade vilain drop sur la ligne de end zone. Mais sinon, non, voilà, pas grand chose à dire. Si peut-être un peu le comment dire, Todd Bowles, critiquer Todd Bowles chez les Jets pour son manque un peu de punch, on va dire, et de volonté de gagner, ou mener de 11 points dans le dernier quart, il préfère tenter un punt sur ses 40 yards plutôt que d'aller chercher une quatrième tentative et d'essayer de redonner vie. Bon, c'est ouais, il n'a pas eu très confiance en Fitzpatrick et on peut pas vraiment lui en vouloir. Ouais, mais il y a un moment, il faut le gagner le match de toute manière. Donc tu vas rendre la balle à Ben Roethlisberger, c'est pas forcément mieux. Non, ça clairement pas. Voilà, c'est
Bon, Ben Roethlisberger, en tout cas, c'est plutôt baladé, 34 sur 47, 380 yards et 4 touchdowns quand il n'y a pas trop de jeu au sol. Il a été plutôt bien protégé en plus, Ben Roethlisberger. Pas de pression sur 30 de ses 34 passes complétées. Pas d'interception pour une fois. Et c'est pas bien. d'interception, il était plutôt pas d'interception quand même pour Ryan Fitzpatrick. Et ça aussi, c'est un gros progrès. Ça, c'est important. Donc voilà, il a complété 25 sur 38 avec un drop de Brandon Marshall au passage de 155 yards et un touchdown pour lui du côté des Jets. Bon, malheureusement, il y a une ligne défensive, mais il n'y a plus grand-chose d'autre maintenant. En tout cas, même à l'arrière, ça commence à être très compliqué, la couverture aérienne. Le pass rush suffit pas face à une équipe comme ça. Forcément, Roethlisberger va toujours trouver une solution. Donc ouais, trop compliqué pour eux malheureusement. Los Angeles Rams, la belle aventure est terminée, 19 points contre les Bills qui ont 30 victoires de Buffalo avec encore une fois un jeu axé vers le sol, 150 yards pour l'ami LeSean McCoy. Ouais, Shady's back, comme ils disent. Shady's back, 12 sur 23 pour Tyrod Taylor, 124 yards de touchdown, donc on est vraiment là-dedans, dans cet esprit limité là, et les passes, déroulé au sol. Et en défense. En défense, encore une fois, cette défense des Bills, ça fait 3 matchs là qu'elle fait un énorme boulot. C'est marrant parce que quand on parlait de la preview de ces matchs-là, on s'était dit ça va être la grosse purge défensive. Et finalement, il y a quand même eu des points, mais malgré tout une grosse défense de Buffalo et ouais, finalement, on se moquait un peu d'eux en disant que Rex Ryan, que les frères Ryan c'était un peu le show et tout. Finalement, ça a l'air de parfois porter ses fruits. Côté Rams, Case Keenum a évidemment été royal sous pression. 2 sur 8 pour 57 yards, 0 touchdown, 2 interceptions. Ouais, on s'y attend, il n'est pas bien protégé, lui est pas très bon, il peut pas faire plus que ce qu'il faisait depuis le début de la saison. C'est pas une grande... Le compte est bon, quoi. Ouais, le compte est bon, c'est pas une grande surprise, j'ai envie de dire. Le compte est bon, Michel. Auckland 34, San Diego 31. Raoul, comment ça va ? Eh bien, écoutez, je vais être très honnête, ça va pas trop mal. Puisque maintenant, cette équipe de San Diego est assez indifférente. Alors, il menait combien ? Pas tant que ça. Je l'ai pas dans noté. le troisième carton, ça menait bien. Alors, attendez, ça devait mener 10 points. J'ai pas fait le calcul. Il y a eu bien pire. Il y avait 10 à 9 pour eux à la mi-temps. Ensuite, ils ont marqué un touchdown. Oh oui, non, t'as raison, ils menaient que de 8 points. Ouais, voilà. Et encore, ce qui est scandaleux, c'est qu'ils mènent 10 à 9 à la mi-temps, alors que Rivers a intercepté 2 fois. Ouais. Donc, c'est qu'il y a un moment, t'es vraiment pas capable d'avancer, quoi. Bon, Derek Carr, lui, il se démonte pas. Par contre, donc Rivers est à 4 touchdowns pour 2 interceptions. C'est un peu le déchet habituel. Avec toujours, lui. Ouais. Derek Carr en face, 25 sur 40, 317 yards, 2 touchdowns, 1 interception. Et donc, son équipe en fin de match qui est bien revenue. Encore un touchdown de Michael Crabtree, fin de troisième carton. Ouais. Il y en a en fin de match au sol encore pour Auckland. Mais du coup, c'est plutôt pas mal, cette équipe d'Auckland. Ça continue, ils sont à 4-1. C'est ça. J'ai pas l'impression qu'on ils sont en tête avec je sens le... la critique. Le mec qui... Non, ils sont à 4-1 parce que pour le moment, ils ont eu un calendrier plutôt facile, des adversaires clairement à leur portée. C'est très bien déjà pour Auckland de réussir à gagner ces matchs contre leurs adversaires à leur portée, ce qu'ils ne faisaient pas ces dernières saisons. Il n'y a aucun souci, je leur reconnais ça. Pareil, le jeu offensif, enfin le jeu aérien, notamment de Derek Carr, Crabtree, Cooper, ça marche très très bien, il n'y a pas de souci. Mais je les trouve, encore une fois, pas hyper convaincants dans la victoire. Sans le mauvais snap des Chargers, ils vont en prolongation potentiellement contre les Chargers. Les Ravens, ils les battent quand même sur à nouveau une petite erreur. Enfin, je trouve pas ça très convaincant dans la façon de faire. Alors c'est bien, il y a des équipes, on leur reproche pas de gagner de manière moche. Eux, c'est vrai, il n'y a pas de raison de leur reprocher de gagner de manière moche. Surtout pour des jeunes équipes, c'est important aussi. C'est bien, ils emmagasinent. Mais pour moi, c'est pas encore un 4-1, c'est pas un bilan 4-1 magnifique, beau comme celui des Falcons par exemple. C'est pas uniforme, ça c'est sûr. Derek Carr est hyper bien sous pression. Il est à 7 sur 10 pour 121 yards et un touchdown. Et sur les 3 passes incomplètes, il y en a 2 qui balancent pour échapper à la pression en touche. Donc sur les passes où il a visé, il n'y en a qu'une seule qui est incomplète. Donc le garçon est quand même plutôt pas mal. Et ça continue d'être plutôt agréable de voir ces Raiders enfin être dedans. Je suis d'accord, je suis assez d'accord. Un seul point positif pour San Diego sur ce match, c'est quand même Joey Bosa qu'on a vu pour la première fois. Et qui mine de rien, montre qu'il vaut son 3e choix. Surtout, il fait un sac, il fait un plaquage pour perte, 3 ou 4 pressions, seulement 27 snaps. C'est ça aussi, c'est le nombre de snaps qu'il joue, il en joue que 27. Donc clairement, c'est une bonne recrue. Même seulement 20. Voilà.
Seulement 20 snaps. Non, pardon, il a rushé que sur 20 D'accord, actions. ouais. Voilà. Mais il a 2 sacs, pardon. Il a 2 sacs sur 2 sacs, 1 hit et 4 pressions sur le quarterback. Ouais, donc c'est hyper bien et c'est rassurant. Maintenant, il faudrait que le reste de la défense se mette à ce niveau et ça, c'est pas facile. On termine avec les Giants. Tiens, on a fait les Chargers, on passe aux Giants. 23 pour les Packers, 16 pour les Giants. Pas un gros score, hein, d'ailleurs, entre deux attaques qu'on aurait pu penser un peu plus explosives que ça. Aaron Rodgers, 23 sur 45, 259 yards, 2 touchdowns, mais aussi 2 interceptions. Et Eddie Lacy est à 11 courses pour 81 yards. Randall Cobb est à plus de 100 yards. Devante Adams pour un touchdown. Jordy Nelson aussi. Raphaël, ce match... Écoute, la défense des Giants, pour le coup, a pas si mal joué parce qu'ils ont très très longtemps tenu les Packers à portée de tir et même au final avec seulement 7 points d'écart. Donc clairement, les Giants, eux, perdent le match sur l'attaque avec un Eli Manning complètement catastrophique, apeuré derrière une ligne offensive qui n'était pas pourtant si catastrophique que ça. Beaucoup de mauvais choix, des passes imprécises. Ils sont catastrophiques. Donc clairement, à mon sens, pour le coup, côté Giants, la défaite à mettre de son côté. Et côté Packers, il faut souligner l'énorme défense contre la course. Vraiment, actuellement, c'est la meilleure défense de la ligue contre la course, au niveau des stats, en tout cas au niveau du nombre de yards pris par match. Et la ligne offensive qui a très très bien joué, qui a empêché les Giants de mettre la moindre pression, que ce soit sur Aaron Rodgers. Mais le petit quand même, le jeu aérien des Packers me semble pas encore totalement rodé comme il a pu l'être par le passé. Oui, je suis d'accord. Ce genre de match-là, ils ne mettent que 23 points, c'est surprenant parce que comme tu dis, il n'est pas sous pression. Le jeu au sol aide plutôt bien. Et malgré ça, ils sont quand même que à 23 points. Donc cette équipe des Packers, je la sens moyennement cette année sur le début de la saison. Ils sont pas explosifs comme ils l'ont été. Ils n'ont pas affronté forcément des cadors. Et je vois pas bien comme il faut vraiment qu'ils se réveillent, quoi. On pointe souvent McCarthy qui est pas très innovant en termes de jeu offensif. Il va peut-être falloir se renouveler un peu. Bon, et puis pour la petite info, Eli Manning a sa plus mauvaise note, en tout cas selon Pro Football Focus, c'est son plus mauvais match de la saison. Il a une note de 34,8 sur 100. Ça m'étonne pas du tout. C'est pas beaucoup. Dans ta face. On passe au top et au flop. Les tops et les flops de la semaine. Raoul, Raphaël, qui veut commencer? Qui a un bon? Alors moi j'ai un top, un peu d'amour dans ce sport de brut, puisque Cameron Meredith, qui en parlait tout à l'heure, le receveur des Bears, sur son touchdown, il y a un gros plan, puisque la caméra est juste à côté, et on l'entend faire des câlins à ses potes et dire I love you guys, I love you. Donc ça, je trouvais cool. Et sinon, le vrai, c'est Adam Vinatieri quand même qui réussit tous ses field goals, alors que je vois tellement de field goals ratés cette saison. Mais c'est incroyable. Alors qu'ils sont vraiment loin. Et quand tu vois ce que rate celui des Buccaneers, ou même il y a tellement de field goals ratés cette saison. Là, je suis d'accord avec Raphaël. Vinatieri, gros top. Je suis d'accord avec Raphaël. Tellement de clutch. Déjà, rien que pour celui qui mettait face aux Raiders. Il a 4 titres. Il a 4 titres. Je vois pas lequel CV on peut avoir de mieux pour un kicker. Une longévité incroyable. C'est lui. Raphaël, ton top. Alors, mon top, c'est pour rigoler un peu, c'est une déclaration de Jeff Fisher après le match donc face aux Bills, où un journaliste lui demande mais pourquoi avoir punté fait un fake punt dans votre mi-terrain et tout. Est-ce que vous le regrettez pas? Et Jeff Fisher qui répond plus ou moins mot pour mot, je ne le regrette pas, ça fait partie de nous, c'est ce que nous sommes, c'est ce qui nous a amené jusqu'ici. Et là j'ai envie de dire mais jusqu'où Jusqu'au 8-8 tous les ans, jusqu'à pas de play-off. Voilà, ça m'a beaucoup fait rire. On est des ouf. J'aurais été le journaliste, j'aurais dit oui, d'accord. Merci. Tu sais à qui tu parles? Incroyable. Voilà. Jeff Fisher, il a un truc cette année. Je sais pas ce qu'il lui prend. Il y a une hype Jeff Fisher. Il est au top. Je sais pas ce qu'il lui prend. Mon top à moi, c'est Market King. Et non, vous n'écoutez pas l'émission numéro 143 de la semaine dernière. Vous écoutez bien l'émission 145. C'est encore Market King qui a décidé d'être mon gars cette année. Son gars sûr. Alors, pour deux choses. D'abord, c'était vraiment mon top parce que j'ai découvert son compte Twitter. Oui, vraiment. Parce que la semaine dernière, c'était parce qu'il avait fait la danse de Ray Lewis au milieu du terrain des Ravens. Là, en fait, j'ai découvert son compte Twitter et il tweet des photos de coq en marquant coq en all cap et avec des points d'exclamation partout. Bon, ok. Et il tweet des déclats hyper passionnantes du genre. Parfois, vous voyez un cerf et vous dites « Waouh, cool, un cerf !» C'est signé Market King. Et c'est signé Market King avec une photo de lui, quoi. Donc le mec déjà était mon idole. J'ai retweeté ça aujourd'hui et en plus, du coup, dans la foulée, il m'a suivi. Ah ouais. Donc,
Maintenant que je suis suivi par Market King, je considère que c'est encore plus mon gars. En plus, je lui ai répondu Il faut merci. l'avoir dans l'émission. Hein. Mais alors, je lui ai répondu merci pour le follow. Tu es invité quand tu veux sur le podcast Jean Actu. Keep up the good work. Cheers from friends, un truc dans le genre. Et il a liké la réponse. Il va venir, Donc c'est voilà, sûr. on va négocier. On va appeler son agent. On va essayer de négocier Market King, mais en tout cas, c'est plutôt cool. Voilà. Donc, je suis content d'avoir Market King dans mes followers et qu'en plus, il soit marrant. Non, mais son compte est vraiment marrant. Il est très très fort sur Twitter. Il met des trucs, il met des vrais délires. Même, je crois qu'il a un compte Instagram aussi où il met un peu n'importe quoi aussi. Un peu à la Tom Brady sur Facebook aussi. Ouais, ton flop. Mon flop, c'est le maillot d'Everson Griffin qu'on n'a pas été foutu d'écrire correctement, puisque vous avez sûrement vu passer l'image. Everson Griffin s'est retrouvé avec un maillot floqué Griffin avec un I et non pas un E. Ah oui, c'est plus simple, c'est pas son nom. Et c'est quand même pas un péon, puisque c'est un des capitaines de la défense. Donc ce serait pas un péon. Non, mais c'est vrai. C'est pas un péon. Il faut respecter ces gens-là. Vincent Péon? Non, mais non, référence aux jeux vidéo. Oui, dans Warcraft, désolé. tu avais des petits péons, désolé. tes petits esclaves. J'étais plus branché ancien ministre, tout ça. Moi, beaucoup moins. Désolé. Excusez-moi. Tu pardonnais, mais voilà. C'est Péon, il me semble, l'ancien. Oui, c'est Péon, le ministre. Voilà. Bon, en tout cas, pas terrible les Vikings. Le flop de Raphaël. J'en ai deux. La NFL qui m'emmerde à mettre des pénalités. On dit pas emmerde. Language. Avec ces pénalités pour célébration excessive des joueurs, et du coup on a eu cette semaine plein de joueurs qui se contentent de poser la balle et de repartir tristement. Ça m'énerve. Enfin, les mecs, c'est déjà tellement rare d'arriver en NFL, de marquer un touchdown, laissez-les faire la fête, quoi. Qui a dit que ça valait en plus, ça coûtait plus qu'un coup de casque d'un autre? C'est Antonio Brown qui a dit ça, non? C'est possible. Ouais, que ça coûte plus qu'une célébration Mais bien excessive sûr. coûte plus qu'un coup de casque, c'est ridicule. Enfin bon, voilà. Et la deuxième, c'était pour revenir sur le GM des Colts, Ryan Grigson, donc qui accuse le contrat d'Andrew Luck de mettre l'équipe dans la panade, sachant que 1, c'est lui qui propose ce contrat et le signe, 2, c'est lui qui draft comme un tocard depuis 2-3 ans, donc bon, je veux dire, à un moment, que de haine dans les propos. Voilà. Je suis désolé, je m'en remets pas, Raphaël. On va être obligé de demander le logo explicite pour iTunes. Le CSA, désolé, le CSA, si tu nous écoutes. Parce que bon, après, on a de la chance, on n'est pas ricains. Vous savez qu'il y a 7 mots qui sont interdits chez les Américains pour la petite histoire. Est-ce qu'on a le droit de les dire Le ici? F-word, le N-word. Alors, il y a shit, piss, fuck. Nigga. Non, coq. Ah ouais, il n'y a pas. J'aurais pensé quand même qu'il était interdit. Sucker ou un truc comme ça, ou motherfucker ou un truc comme ça. Bref, c'est les 7 dirty words en radio qui sont. Ah, mais j'ai déjà entendu cette histoire. Ouais, c'est une règle officielle, c'est les 7 dirty words. On n'a pas eu ton flop, Alain? Mon flop, pardon. Alors, c'est un deuxième top. C'est. La triche. Bah, excusez-moi, voilà. Je fais un monde honorable en fait. Mon flop, c'est moi, voilà. Je me repens, je me fouette. Je ne croyais pas en les joueurs qui sortaient d'Ohio State, notamment Ezekiel Elliott et Joey Bosa. Parce que ça avait un peu fini en autre boudin l'année dernière. Ils avaient fait un peu fait la tronche après avoir perdu leur premier match. Je me disais ça sent un petit peu les mecs Bosa avec le contrat, Ezekiel Elliott choisit trop, etc. Finalement, les deux produisent quand ils sont sur le terrain. Donc, je dis respect. Je dis respect et on passe aux questions. Bah oui. Les questions de la semaine, c'est parti messieurs. Alors on va pas se mentir, on va faire un peu, on fait du tir au scroll. C'est-à-dire que c'est comme le tirage au sort, mais c'est au scroll. C'est-à-dire que j'ai pas eu le temps d'imprimer les questions et donc je scroll comme ça de haut en bas. Et, j'aimerais tirer une question et comme ça, voilà, on fait un truc du genre. Et les Rams 87, étant donné ses performances actuelles, les Bears n'ont-ils pas intérêt à continuer avec Brian Hoyer jusqu'à la fin de la saison et laisser Cutler sur le banc? Oui, moi je dis que oui. C'est du oui partout. Quelle équipe est actuellement la meilleure et laquelle voyez-vous gagner le Super Bowl? Atlanta, Denver, Minnesota ou New England? Question de Hugo d'autres bandes. Sur la forme actuelle, moi je dirais les Vikings, Vikings. ouais. Bah, c'est les seuls invaincus. Non, mais ça plaide pour eux. Je ne peux pas faire de blagues de ce type-là à l'antenne, malheureusement. D'accord. Je crois que je l'ai aussi. Bon, voilà. Okay. Donc Vikings pour tout le monde? Bah écoute, sur la oui. forme du monde, les Patriots seront toujours dans les favoris avec Brady, mais c'est qu'en playoff, malheureusement, il est et pas puis un peu de toujours au changement, même voir les Vikings gagner, ça ferait un peu de changement. moi, je trouve ça serais très pas beau. contre un perso. Axel Perrichet du site serait ravi. Et en AFC? En AFC, Denver ou New England? les Steelers. Les pour moi, il y a un Steelers. trio Steelers, Patriots, Patriots, Broncos. À mon ouais. avis, ça va être les trois qu'on retrouvera en AFC. Moi, je vais garder les Patriots parce qu'ils ont le quarterback. C'est vrai. Moi, Juste les par Steelers, rapport à ça, ils ont sur les quand même Broncos. un quarterback C'est un aussi. peu dur de dire que du coup que les Steelers vont pas non Ouais. plus. Non, je voulais Ouais. dire par rapport aux Broncos. Moi, Oui. mon Même si- dilemme était par rapport à ces deux-là. Je comprends.
Question suivante. Crabs63, comment voyez-vous Garoppolo comme un futur franchise quarterback ou comme un Cassel Bis qui a montré des bonnes choses avec New England, mais une fois parti, ce n'est qu'un quarterback moyen? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que la question c'est de savoir si les Patriots déjà vont le garder et si s'il va ailleurs, qu'est-ce qu'il donnera. C'est difficile de savoir en dehors de New England. Je C'est pas un suis bon persuadé exemple. qu'il va y avoir des propositions d'échange Oui. parce qu'il n'y a pas 32 équipes en Ouais, NFL qui ont un ouais, quarterback oui, potable, oui, donc il y en oui. a qui vont tenter le coup. Oui, mais est-ce que les Patriots vont le donner? Après, je pense que oui, ils ont, à mon avis, ils se contenteront d'entraîner Jacoby Brissett tranquillement derrière Brady. Et puis Peut-être. voilà. Ouais. Enfin, Ouais, peut-être. mais après, la Moi, je question. pense qu'il le garde. D'accord. Je sais Après, plus, c'est- Mais après, qu'est-ce que peut donner Garoppolo ça Après, les proches de Brady disent qu'il veut continuer jusqu'à 45 ans. Donc, Ouais, ouais. Ah oui, mais ça. Attention parce que la chute des sportifs arrive sans Ça peut être net, prévenir, ça peut être ça arrive d'un net. coup. Ouais, Ça, Roger par contre, Federer. avec, ouais, le tristesse, truc, on dirait qu'il a pris une balle dans le dos d'un coup. C'est pas complètement faux. Une Just balle de tennis. Hein. Just One Baby. Non, je parlais de tonton à toi. T'avais l'air. Bon. Ah non. Just One Baby, ça restera, ne t'inquiète pas, le plus beau tennisman de l'histoire. On est d'accord. Just One Baby, Tannehill a-t-il été lâché par ses coéquipiers? Sa ligne offensive, oui. Ses autres coéquipiers, je sais pas. J'ai pas l'impression quand même. Hein. Est-ce qu'il y a une sale ambiance dans le vestiaire? Je sais pas. J'ai Mais pas et puis l'impression, quand même, c'est toujours pareil. On l'avait dit déjà, on a du mal à croire ses coéquipiers qui le lâchent totalement parce que les coéquipiers jouent aussi pour leur poste, leur contrat et t'as pas intérêt à paraître oui. pour un tocard en NFL. Enfin, je veux dire, personne n'est gagnant à ça. Donc, Non, je pense pas non plus. je sais pas, c'est Ça dur à m'étonne dire. ce genre de mentalité. Salut l'équipe, alors c'est Julio Russ. Salut l'équipe, on commence à parler de beaucoup de licenciements, donc parlons aussi embauche. Quel coordinateur pensez-vous prêt à devenir head coach et éventuellement où? Alors ça, j'aime bien ces questions parce que quand tu vois des mecs qui font du super boulot en coordinateur et qui deviennent coach, Ouais. c'est pas toujours des réussites. Non, mais bon, il y en a qui Mais je arrivent. pense que Mike du- Zimmer. ouais, Ouais. Mike Zimmer. Mais tu vois, genre complètement. Josh McDaniels, on parle beaucoup de lui en ce moment. La dernière fois qu'il a voulu être head coach, c'était pas. Après, il faut avoir des La deuxième chances. chance, c'est ça, exactement. Et c'est pour ça que Moi, je suis pour les deuxièmes je- chances, pas pour les troisièmes. Je C'est pense beau. que vraiment Josh McDaniel et Jim Schwartz sont les deux coordinateurs un peu favoris pour reprendre un poste parce qu'ils ont déjà cette première expérience, certes pas terrible, mais qui peut les aider à retravailler derrière. Oh, Jim Schwartz, elle a été longue sa première chance quand même. Hein. C'est vrai qu'il a eu du temps à Détroit. Ah ouais, moi, mais il faut en avoir une deuxième. quand même. Détroit, les gars. Ouais, c'est Détroit, pas, c'est pas le facile. climat le plus facile non plus pour réussir. Hein. C'est pas. Ouais. Julio Russ nous demande quels sont vos commentateurs préférés. Moi, je dirais juste un mot sur ceux que. Parce que j'ai voulu faire un jingle avec les Falcons, là. Et donc, je sais plus qui commentait ce match aux États-Unis, mais du coup, c'était ceux qui sont mous et qui disent rien. Donc, tu sais, t'as juste du bruit de foule et il fait Il y en a Ryan, touchdown. touchdown. Il y en a beaucoup des Mais commentateurs télé moi, américains. comme ça. Ouais, ils sont j'arrive très pas à calmes, savoir les américains. noms moi à chaque fois parce que déjà Ouais. si tu regardes le Red Zone, t'as pas les noms. Bah, Chris Collinsworth est bien comme consultant. J'aime bien sa voix. Et je trouve Moi qu'il je te a dis, toujours je suis les- incapable d'en voir. Les seuls que je connais c'est Jim Nantz et Phil Sims parce que Jim Nantz il joue dans Quelle How I Met Your horreur, Mother Phil et Sims. voilà. Oh là là. C'est tout. Quelle horreur. Chris Collinsworth, il est pas mal, c'est un ancien receveur si je dis pas de bêtises et donc il a une voix assez particulière et il fait souvent les Sunday Night et les matchs assez importants et il a souvent et puis il a un rire et un sourire dans la voix qui est plutôt agréable. Moi, je trouve ça J'aime plutôt- bien Dan Fouts aussi mais bon, parce que c'est un ancien Chargers quoi. Question bonus, j'ai regardé Giants Packers grâce à NBC, j'ai appris que c'est la première fois depuis 2007 qu'un match oppose une équipe visite sortant d'un Monday Night Football à l'extérieur et une équipe à domicile qui sort d'une bye week. Donc avez-vous compris? Ah bah voilà. Et d'où sortent-ils des trucs pareils? Et bah ça, tu vas Il y a que découvrir. les Américains. Si tu continues à regarder NBC, Ouais. il y a une stat comme ça tous les jours. C'est la première fois qu'Andrew Luck gagne 3 matchs de suite après avoir mangé des pâtes avec une sauce arrabbiata, alors que d'habitude, quand il prend une sauce bolognaise, il est à 23% de réussite sur ses passes en profondeur. Enfin, des trucs comme ça. Donc, Tout c'est a le une stat sport et chaque américain. joueur à NFL a un record. alors, tac. Est-ce que, au vu des résultats de la FC Nord, on aurait déjà le vainqueur de la division ou doit-on attendre les matchs entre ces équipes pour se prononcer? Donc, je suppose qu'on suppose que ce sont les Steelers. Ouais. Bah, ils ont Ouais, une balle attention parce avance. que les matchs de NFC Nord, Non, d'AFC ça, Nord c'est à part compliqué, contre les mais- Browns, c'est jamais gagné. C'est vrai. Donc Mais- il suffit que les Bengals lâchent pas trop au score, tu te retrouves face à eux, c'est pas fait. C'est bien parti, mais c'est pas fait. Yago 2003 nous demande bonjour à tous, peut-on en savoir un peu plus sur la communauté Touchdown Actu? Par exemple, combien sommes-nous à écouter le podcast? La communauté Touchdown Actu, qui sont-ils? Que veulent-ils? Présentation. On va faire- C'est pas le prochain dossier tabou de Bernard de la Villardière, ça? C'est ça. Il va venir nous La- filmer pendant qu'on fait le la podcast communauté et Touchdown on va, Actu. on va attaquer son caméraman. Quelles sont ces statistiques secrètes qu'Alain Mattei cache? Qui est ce gourou qui détient On notre peut- pensée? On peut vous dire qu'il y a plus de 100 000 visiteurs uniques par mois sur le site. Et on peut vous dire qu'il y a
beaucoup d'auditeurs aussi. Un peu plus d'1 million par épisode. Non, j'aimerais bien. Entre toutes les plateformes. Non, mais regardez bien sur iTunes. On est quand même très haut à la sortie de chaque épisode. De temps en temps, on est même devant RMC et devant tout le monde. Donc voilà, je sais pas si on donne les chiffres. Moi, de toute façon, je les ai pas. Donc en fait, je peux pas les donner. il y a tellement de lecteurs et tellement de manières de télécharger que je vous avoue que je m'amuse déjà à les collecter parce que donc on a iTunes, on a SoundCloud, YouTube, on a Deezer. YouTube, on a Deezer Et direct sur le site. Stitcher. Ouais. Direct sur le site maintenant, c'est le lecteur SoundCloud. Bref, voilà. Donc vous êtes à peu près 10 000 par épisode. Le mot est lâché. Voilà. Corn Bulls qui nous demande est-ce que les arbitres du match Eagles-Lions étaient originaires du Michigan ou du Michigan en français. Alors, en l'occurrence, les Eagles ont pris 111 yards de pénalité. Maintenant, j'avoue que je sais pas bien si c'était complètement orienté ou pas. Non, après, ils ont été très mauvais, puisqu'il y a ils même ont une été action mauvais aussi, où ils hein. confondent qui est en attaque entre les Oui. Lions et les Eagles, Ils savaient puisqu'ils pas, se trompent ouais. de numéro et d'annonce. Enfin, ils annoncent une faute pour receveur inéligible pour Connor Barwin, qui est un défenseur des Eagles, donc qui ne peut pas être sur le terrain à Il ce avait qu'à moment-là. pas intercepté. Enfin, bon, voilà. Ils étaient mauvais, mais ils étaient pas forcément dedans, hein. pro Lions. Ils étaient juste mauvais. Ouais. Selon vous, quelle est la priorité à drafter pour les Eagles à la prochaine draft pour bien entourer Vance, running back, receveur, ligne? Ligne. C'est toujours la ligne. C'est toujours la ligne. De toute façon, si tu veux protéger ton quarterback, il n'y a pas 36 solutions. T'achètes un gros Un lineman. receveur numéro 1 top, ce serait pas mal aussi. Ouais, mais ça, ils peuvent le trouver dans un échange. Tu auras un vieux qui partira de où Ligne. Et sinon, bravo pour le site et les podcasts. C'est un grand kiff à chaque fois de vous écouter. Et courage Raoul pour les Chargers. Oui, j'aime bien lire les compliments. J'allais dire, ça me regarde, fait le plaisir. receveur, pour le moment, ils sont. Comment dire? Ils ont la moins bonne escouade de receveurs de la division. Ils sont en tête de la division. Ouais. Donc finalement, un receveur, c'est bon, parce qu'il va tu vois. les sauver plus. Enfin, les aider plus. Voilà. Chris The Old One, hello, Stephen Ross se met à lire TDA. Je pense qu'il le lit déjà. Je vois pas pourquoi on supposerait qu'il ne lit Bah pas. oui. Et vous confie ces Dolphins. Vous faites quoi pour en faire une équipe? J'en veux pas. Est-ce que ce qui a fait le plus mal à l'attaque de Cincy, la perte de Jackson, Sanou et Jones? Merci à vous tous. C'est une question. Ouais. Il y a deux questions. Ok. Donc Cincy, la perte de Jackson, Sanou ou de Jones, c'est un peu les trois, on l'a dit, Ouais. les deux receveurs et le coordinateur. Et donc pour les Dolphins, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les revend et on s'achète des méga studios dans une tour à la défense avec la Pourquoi la défense Parce qu'on n'est pas loin de Paris. Ah, est-ce qu'on va avoir ce débat à l'antenne? Non, n'ayons pas ce débat à l'antenne. Franchement, les Dolphins Mais, sont valorisés à quoi? Au moins $1 milliard, puisque les franchises facile, NFL, ouais. c'est 1,5 milliard, je crois, en Ouais, moyenne. Donc on va ouais. dire 2. Attends, mais les Dolphins, en plus, c'est un gros marché. Les Dolphins, donc tu peux c'est haut, peut-être donc on va monter dire un peu. 2 milliards, 2 milliards et demi. Ouais. Sérieusement, si j'ai ces moyens-là, je me construis une forteresse au milieu de nulle part et on C'est peut faire le termite. podcast de là, quoi. Ouais, mais non, parce qu'il faudra venir à chaque fois. Bah, C'est trop loin. Ouais, mais on fait venir les gens en hélicoptère, on a des propriétés privées et tout à ce prix-là, tu vois. Ah ouais, vu Je comme vis, ça. pas, je vis pas au milieu de la pollution de Paris si j'ai 2,5 milliards de dollars. Hein. Mais les tours de la défense, c'est pas au milieu, c'est sur le côté. Ouais, c'est Je sais pas pourquoi il veut vivre à la défense, lui. Mais... Ouais, non, mais je sais pas. Tu veux aller où? Bah, pas à la défense, en tout cas, c'est mort. Ouais, parce que c'est pas dans Paris. Non, mais donnez-moi de la verdure. Hein. Ah, mais il y en a un peu. Bref, non, mais parce que mais genre, on ça sait des que grands faire pour Miami. Au pire, on rachète le bois de Boulogne ou le bois de Vincennes. Voilà, et on se fait construire un studio au milieu, comme ça on se fait construire les maisons sur les bords du bois, on peut venir en vélo le matin Ouais, au boulot, moi ça me paraît pas mal. En matière écologique, en accord avec la nature, tout ça. Mais ouais, carrément, Ok. panneaux Ouais. solaires sur le toit, trucs intégrés, tu vois, on va Moi, ça nourrir, me va. on va nourrir les canards et les trucs qui sont dans le bois Et les entre serres émissions. pour faire plaisir à marketing. Ben voilà, tu vois, enfin moi je trouve ça pas mal. On est à portée de métro ou de RER pour faire venir des invités. Ok, ça me va. Bon, ça en me tout va. cas, le business plan est en place. Hein, Voilà, donc n'hésite, Stephen, si tu nous écoutes, n'hésite voilà, pas. Stephen à- Ross, à nous filer n'hésite pas, on sait déjà quoi faire de ton argent qu'on n'a pas. C'est très généreux de ta part. On passe à la preview du jeudi. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Le match du jeudi pour terminer tranquillement cette émission. Les Chargers reçoivent les Broncos et Raoul pendant l'interlude me dit c'est où déjà? Ouais, enfin pour ce que ça change. Ce qui est tout à fait vrai. Donc les perspectives ne me semblent pas plus réjouissantes que ça, encore une fois. Alors qu'est-ce que va faire Philippe Rivers? Il serait capable de faire des trucs contre cette défense je trouve, dans le genre fou furieux. Oui, mais alors, le truc, c'est que Philippe Rivers, de toute façon, est probablement un des meilleurs quarterbacks NFL. Il y a un point qui, moi... Attends, tu situes à combien le nombre de quand tu dis les meilleurs? Ça veut dire qu'il est dans il est top 5. 5 Théo quand même. Depuis 10 ans? Wow, 5 Théo. Depuis 10 ans, je sais pas, tu mets qui? Tu mets Brady, tu mets Breeze, Roethlisberger, Roethlisberger, Manning, Manning, Rivers. Rodgers.
Rodgers. Bah oui, Rodgers. Depuis 10 ans Aaron Non, mais Rodgers. Rodgers, il est là depuis 5 ans. En Bah, tout cas, j'ai Philippe tout. Rivers, ça a clairement, je suis Bon, d'accord bref. avec Raoul, sa place dans un top 10, que ce soit cette année top ou 10, depuis une dizaine d'accord. d'années. Il y a en 2 NFL, ans, il ça, était meilleur ouais. quarterback de la ligue. Bref. Bon, il avait la Il y a meilleure, 2 la ans, meilleure Aaron Rodgers, évaluation. c'est élu MVP. Ok, bon, vous détournez mon propos. Attends, Je suis pas là pour faire l'apologie de Rivers. Non, je suis mais juste là pour s'il y dire en que a c'est bien quand même un, un très bon c'est un quarterback. bon joueur. S'il y en a un qui pose pas problème chez les Chargers à l'heure actuelle, c'est bien C'est lui. vrai, Enfin, c'est je lui. veux dire, s'ils sont tous à son Sauf niveau. si t'enlèves ses interceptions, qui ont toujours été son problème. Bref. Et puis c'est un cow-boy, il met des bolos et tout, donc moi je trouve qu'il est chaud pour monter des Broncos, tu vois, c'est parfait. Bref, donc il y a Aucune ça d'un allusion côté. sexuelle là-dedans. Non, bien sûr. Il y a ça d'un côté, et surtout, moi, ce qui me rassure, c'est que j'ai vu que Lynch, face à la pression, il n'était pas très bon, et Joey Bosa est capable d'aller lui casser Sauf les que pieds. c'est Trevor Simeon qui joue a priori. A priori. Il risque d'être remis, ouais. Oui, mais même Trevor Siemian, C'est pas non plus une folie, Trevor Siemian. Non, Voilà, mais, sous la- sur ce qu'il a montré, ça reste meilleur. bien que- sûr, c'est c'est mieux. meilleur que Paxton Mais encore Lynch. une fois, sous la pression, si Bosa et du coup toute la ligne des Chargers arrivent à lui mettre un peu la pression, ce serait pas mal. Maintenant, dans les airs, on va manger, c'est sûr. Surtout que maintenant Verrett est plus là. Donc, pas manger, j'ai faim. Ouais, moi aussi. Mais tant pis. Bon, ben, on va subir une cuisante défaite. Et Non, cuisante, pareil. ouais, je vois pas ce que tu veux que je dise. On va se faire éclater la Ça va être tronche. compliqué. Ça va y aller. Voilà. Donc ça va être compliqué. Voilà. Éventuellement, si Rivers prend feu et si le pass rush se met en place. Ouais, Sinon, je ne vois pas très bien ce qui C'est pourrait ça, faut mettre un terme vraiment à un ces Broncos. Rivers en feu qui arrive à porter son attaque totalement, mais ça va être compliqué parce qu'on l'a vu, les Falcons sont battus, notamment les Broncos grâce à leur jeu au sol. Melvin Gordon à l'heure actuelle, Oups. je lui fais pas confiance. Bah, il marque des touchdowns, mais il met un touchdown pour un fumble maintenant, c'est bien. Ouais, bah, c'est un Le peu mec a un compliqué. ratio. Ouais. C'est un petit peu compliqué. Non, les Broncos partent quand même largement favoris de ce match, malgré la défaite et malgré le fait que Gary Kubiak sera pas forcément sur le bord du terrain pour les coacher. Bon, ça Moi, devrait si quand c'est même. Wade Phillips, ça, c'est quand même solide. Hein. C'est leur coordinateur d'équipe spéciale qui va être le Ah oui coach pour Ah, le j'avais match. lu Wade Ouais, Phillips, ouais. mais très bien. John Elway a annoncé ça aujourd'hui. Parce qu'au final, à mon avis, il va pas changer grand-chose Non. quoi qu'il arrive. Non. Mais oui, parce que cette Tant que Wade défense. Phillips coordonne la défense, tout va C'est bien. ça. Voilà, Tout va c'est bien, ça. De toute exactement. façon, cette défense, elle les a. Mais Bon, alors on ne parie pas, malheureusement. On va dire Philippe Rivers va être flamboyant, va se battre avec panache, mais ce sera trop court. bah, comme Bah tout oui, le temps. oui, bah, bien sûr. Comme tout le temps. Non, mais il est tout le temps motivé, on peut pas lui reprocher. Ah Je sais non, pas mais si c'est un t'as vu- joueur ça, exemplaire. C'est Je un sais joueur pas si t'as vu exemplaire. l'image là qui est sortie après le match contre les Raiders où à la fin du match Philippe Rivers comment dire fait la tête et vraiment au sol le casque au sol et tout il est abattu après Ah ben, la défaite alors à que chaque match, hein. le kicker des Chargers qui a raté le kick bon à cause du holder mais se non, mais marrait il est- en sortant du terrain quoi. Il, Voilà, il est bien, toujours exemplaire, ça c'est vraiment pas un problème. Pronostic. Bah, Les Broncos. Broncos et Broncos. On finit avec le 2-minute drill. Le générique. Et ouais, il est revenu. 227 victoires pour Bill Belichick. Le record est à 328. Est-ce qu'il peut y arriver? On a calculé tout à l'heure, c'est compliqué, Compliqué. quand même. C'est Il faut qu'il fasse compliqué. 10 On saisons. rappelle qu'il a 66 ans, il faut qu'il ouais. fasse 10 saisons à 10 victoires, c'est chaud. Est-ce que la défense des Colts est vraiment nulle à cause du contrat d'Andrew Luck? Bon, non, c'est abusé de dire C'est ça. de sa faute. Oui, c'est la faute de Gregson. Andrew Luck est défendu par Kurt Warner. Quelle légende aimeriez-vous avoir pour vous défendre? Alors physiquement ou moralement, je ne sais Ouais, pas. c'est ça pour Moralement, pour défendre tes capacités sportives. Kurt Warner, moi j'aime bien. Donc, Ouais, c'est un peu forcément le mec en au NFL. prod, bah, légende de NFL, ouais. Bon, toi, ce serait Roger Federer, donc j'ai compris. Non, non, moi je préfère. Non, Zizou, c'est bien aussi. Bon, alors, hein, niveau bref. probité Ouais, passant. défendu avec, moralement par ouais. ce sera physiquement alors. Hein. Ouais, D'accord, moi ça me va. Ok, bon. C'est à qui? C'est à C'est à moi. toi. Allez, Market King est donc notre ami sur Twitter. On l'a dit. Quel autre joueur on rêve d'avoir dans l'émission? Ah, Ah, Brady pour. ouais, Bah, une Clary. légende ou un mec un peu marrant, mais du Gronk. coup là j'ai pas dit. Ouais, Gronk, ça Ouais, serait marrant. On répond Gronk à Ou chaque les fois deux qu'il y a en une même temps. connerie à Oui, c'est faire, hein, vrai. j'ai l'impression. Ou les deux en même temps. Tom Brady a dit qu'il était rouillé après son match. Est-ce que c'est à cause de son âge? Est-ce qu'il était vraiment Vous avez rouillé? vu un peu, elle est bonne celle-là. Ouais, il vieillit donc il rouille. Non, Ouais. je l'ai pas. Non, non, alors là c'est Bah, pas il possible. vieillit, donc il rouille, bah c'est Bah, pas comme une une vieille blague. bagnole quoi. Oui, bah c'est pas une blague. Il Bon, rouillait. d'accord, ok. Bah désolé. Excusez-moi, bon. Désolé, Terrell Pryor a dû admettre qu'il n'est pas quarterback. Quel joueur devrait faire la même chose? Bah Tim oui. Thibault. Alors non mais Tim Thibault, moi c'est le premier qui m'est mis à l'esprit. Ouais. C'est- Non mais c'est vrai que c'est Johnny intéressant la Manziel. déclat d'Errol Pryor parce c'est que bien. c'est des mecs qui ont de l'ego, ils sont Mm. là pour ça. C'est vrai. Donc pour que le mec dise j'étais mauvais, il fallait que je passe à autre chose, je voulais tellement rester Jay en Cutler NFL. aussi, ouais. Non, non, mais juste dire qu'il aime pas ça. qu'il Tyrod passe à autre chose, Taylor. mon gars. Vas-y. Tyrod Taylor, il est pas quarterback. Hein. Le problème de Cutler c'est qu'il a pas d'autre poste. Ouais.
Et puis, Greg Hardy se lance dans le MMA. Est-ce que vous pensez qu'il va gagner s'il joue contre des hommes plutôt que contre sa femme? Oh, j'avais pas lu la question en plus. Boum. Est-ce qu'il peut gagner Moi, je m'alignerais pas face à lui, ça c'est sûr. Ah non, je m'alignerais pas face à lui, en effet. Non, Donc, non, il a de chances de gagner. C'est pas une légende NFL, mais pour le coup, protection physique, là, on peut opter pour lui. Voilà. Il y a de la motivation. Voilà pour l'épisode numéro 145 du podcast Touchdown Actu. Merci à vous de nous avoir suivis. Ça nous fait toujours plaisir. On vous aime très fort. C'est l'amour aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai pas de notes, alors je me lâche. Donc, merci de nous avoir suivis. On vous rappelle que le podcast Touchdown Actu vous est présenté le mardi par le Hard Rock Café Paris qui vous propose des soirées NFL tous les dimanches à partir de 19h avec des wings à volonté et aussi un happy hour, je crois, en début. J'espère que je vous dis pas de bêtises, mais voilà. Et sachez qu'il y a le Red Zone et que c'est projeté sur l'écran géant d'ailleurs. Ils nous l'ont précisé quand on y était la dernière fois. Donc, le cadre est plutôt sympa. On vous rappelle aussi qu'on est au Hard Rock d'ailleurs tous les premiers mardis du mois, sauf en novembre, parce que le premier mardi il est férié, donc ce sera le 8. Ce sera le 8. Voilà, mais après c'est tous les premiers mardis du mois et on y sera aussi pour le Super Bowl. On va vous tenir au courant de tout ça sur le site. On remercie tous ceux qui nous suivent sur Tipeee et qui mettent dans la cagnotte. N'hésitez pas à les rejoindre. On vous rappelle aussi les Twitter. C'est @NFLactu, c'est @Raphaël TDA, c'est @RaoulVDG, @Camille Saraben, @Alain Mattei. On vous rappelle aussi qu'il y a une boutique sur le site. N'hésitez pas à les commander et ça aide le site. Et puis surtout qu'on a des t-shirts sympas qui sont créés par notre graphiste Romain Terrasse. On va vous souhaiter une très bonne semaine. On va vous rappeler que toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Et on se quitte avec un nouveau morceau du nouveau NoFX qui est trop bien. Ciao, ciao! I first heard Frank say he wanted to dress like Fay Ray. I wanted that too, but what could I do in junior high school in LA? My heart skipped in the scene. You said you gotta be it, not just dream. It was a taboo I knew I wouldn't pursue. I didn't have the self-esteem. I gotta confess that I like to cross-dress and been doing it since I was 13. It's hard to tell bros that you wear women's clothes, even in the open-minded punk scene. You probably get hurt in heels and a skirt when you're in the middle of a circle pit. So I'd only wear panties under boxers to keep it all a secret. Now I'm telling everyone 'cause it's fun and I don't give a shit. For 30 years I still had the same fear.